Après s'être arrêté dans sa ville natale, le Führer fait à Vienne une entrée triomphale. Schuschnigg est arrêté par la Gestapo. Il passera les prochaines années dans un camp de concentration. Hitler a gagné la partie. Il vient d'annexer sans coup férir un pays entier. Les démocraties n'ont pas bougé. Sous le joug nazi, l'Autriche s'arianise rapidement. Un juif autrichien écrit à son fils « Les humiliations dont sont victimes les juifs dans les rues sont trop ignobles pour que je te les écrive. Nous espérons qu'il y aura des gens hors de nos frontières pour venir à notre secours. Mais pour l'heure, où sont-ils? Vers qui nous tourner? Où pouvons-nous aller ?» Nazisme allemand et fascisme italien, compères désormais soudés, sont solidement installés dans une Europe qu'ils coupent en deux par le milieu, et où ils rêvent d'élargir sans limite leur emprise territoriale et idéologique. Mais la pire des tragédies est encore à venir. Maintenant que l'Anschluss est accompli, Hitler porte ailleurs ses regards et sa concupiscence. Vers la Tchécoslovaquie, créée par les vainqueurs après 1918, et dont la partie occidentale s'enfonce dans le Reich. La jeune démocratie tchèque assure à Paris et à Londres une précieuse alliance de revers face aux forces de l'Axe en Europe centrale. Présidée par Édouard Beneš, un vieil ami de la France, elle dispose d'une des armées les plus fortes du continent et d'une industrie puissante. Hitler a demandé à ses généraux de mettre au point un plan d'invasion, tout en acceptant de patienter un peu. S'en prendre à la Tchécoslovaquie aussitôt après l'Anschluss pourrait dépasser le seuil de tolérance des démocraties. Le fruit n'est pas encore mûr. Selon son habitude, le Führer combine une menace militaire avec des manœuvres diplomatiques intenses. Et peut-être le fruit tchèque tombera-t-il tout seul. Le talon d'Achille de la Tchécoslovaquie, c'est la région des Sudètes, située à proximité de l'Allemagne. Sur cette frontière se trouvent des fortifications tchèques puissantes. Mais derrière elles vivent 3 millions d'Allemands qui constituent la plus importante minorité germanique en dehors des frontières du Reich. Hitler y entretient le Parti allemand des Sudètes. Dirigé par Konrad Henlein, cette formation ne réclame rien de moins que le droit de créer un État national socialiste autonome à l'intérieur de la Tchécoslovaquie. Mais en fait, Henlein est aux ordres de Berlin. Il lui revient de multiplier dans les Sudètes les incidents entre les populations allemandes et tchèques. L'objectif est de justifier une intervention de la Wehrmacht et sous couleur de protéger des compatriotes, d'aller vers une annexion de la région. En septembre 1938, la tension est à son paroxysme. La police tchèque est attaquée par les partisans de Henlein. On relève 7 morts sur le pavé. Le président Édouard Beneš se voit contraint de déclarer l'état de siège. La mission de Konrad Henlein est accomplie. À la tribune du congrès nazi de Nuremberg, Hitler excite ses partisans et exige l'autonomie de la région. Diese Deutschen sind nun ebenfalls Geschöpfe Gottes. Und hat die 7 Millionen Tschechen nicht geschaffen, dass sie 3,5 Millionen Deutsche überwachen, bevormunden und noch viel weniger vergewaltigen und quälen. Ich möchte aber hier versichern, dass es auch deutsche Interessen gibt, die wir entschlossen sind wahrzunehmen, und zwar unter allen Umständen. Si l'Allemagne envahit les Sudètes, la France et l'Angleterre, qui sont liées par un accord d'assistance mutuelle avec Prague, devront intervenir par les armes. 20 ans après Versailles, l'Europe, angoissée, paraît à nouveau au bord de la guerre. Le gouvernement de Londres, que la France a laissé mener le jeu depuis des années, souhaite à tout prix l'apaisement. Le Premier ministre Chamberlain propose à Hitler une rencontre bilatérale. Führer's ready acceptance of my suggestion encourages me to hope that my visit to him
will not be without result. Ainsi se jette-t-il seul dans la gueule du loup, et aussitôt se montre fort sensible aux égards qui lui sont prodigués. Vous avez une grande demeure, dit-il à Hitler. Vous êtes vous autres Anglais des spécialistes des grandes demeures, rétorque le Führer. C'est vrai, je serais ravi que vous veniez les visiter. Croyez-vous que ce soit le moment rêvé, répond Hitler vaguement inquiet. Après cette entrée en matière, Hitler explique que les Tchèques deviennent trop menaçants et mettent en péril la minorité allemande des Sudètes et qu'il est prêt à faire la guerre pour régler le problème. Hitler n'exige plus seulement l'autonomie revendiquée par son complice Heinlein, mais d'annexer au Reich les régions peuplées par plus de 50% d'Allemands. Chamberlain écoute, sans claquer la porte, et rentre à Londres. It was a frank talk, but it was a friendly one. And later on, perhaps in a few days, I'm going to have another talk with Herr Hitler. Only this time, he has told me that it is his intention to come halfway to meet me. He wishes to spare an old man another such a long journey. Chamberlain se concerte à Londres avec Édouard Daladier, chef du gouvernement français. Tous deux envisagent avec angoisse une escalade de la violence. Leur souci désormais est moins de savoir s'il convient de faire des concessions à Hitler que de chercher comment les faire avaliser par le gouvernement tchèque. Ils font pression sur le président Beneš pour qu'il livre à Hitler toutes les zones où vivent plus de 50% d'Allemands. Et ils le préviennent sans détour qu'en cas de refus, Prague ne pourra pas compter sur leur soutien. Beneš n'a pas le choix. Il s'incline le jour même, la rage au cœur. Nous sommes le 21 septembre 1938. Le lendemain, Chamberlain, commis voyageur zélé d'une paix à laquelle il est prêt à tant sacrifier, retourne en Allemagne. Il est introduit à l'hôtel Dressen de Godesberg pour exposer à Hitler les larges concessions que l'Angleterre et la France viennent d'arracher au gouvernement tchèque. Mais Hitler choisit de surenchérir. « Je suis désolé, mais cela ne suffit plus. » Stupéfaction de Chamberlain. « Nous avons pourtant accepté toutes vos conditions. » Hitler refuse le projet d'annexion limitée. Il exige à présent toute la région des Sudètes. Et il réclame que la Pologne et la Hongrie puissent revendiquer également une part du territoire tchécoslovaque dont elles disent avoir été privées en 1919. Hitler remet un document à Chamberlain. Si dans 6 jours, les Tchèques n'ont pas évacué la région des Sudètes, la Wehrmacht y pénétrera et occupera tout le territoire. Chamberlain s'écrie, mais c'est un ultimatum. Mais non, monsieur le Premier ministre. Regardez donc l'en-tête. Il s'agit d'un mémorandum, rétorque le Führer. Chamberlain, désemparé, affirme enfin ne pas pouvoir accepter des conditions aussi exorbitantes. Les pourparlers sont suspendus. La panique envahit les capitales occidentales. La presse du monde entier tente d'expliquer les raisons de l'arrêt des négociations. Monsieur Chamberlain est de retour à Londres, porteur du mémorandum et de la carte remis par le chancelier Hitler et destiné à la Tchécoslovaquie. I trust that all concerned will continue their efforts to solve the Czechoslovak problem peacefully, because on that turns the peace of Europe in our time. Chamberlain est à nouveau rejoint par Daladier. L'atmosphère est enfiévrée. Dans moins d'une semaine, l'Allemagne attaquera la Tchécoslovaquie. La France, conformément aux accords passés, devra alors entrer en guerre à ses côtés, bientôt rejointe par l'Angleterre et la Russie. L'heure est dramatique.
bitte marschiert jetzt ein Volk, und zwar ein anderes als das vom Jahr 1918. Ich habe Herrn Dennis ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesichert hat. Er hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Malgré les provocations d'Hitler, le président Beneš tient bon. Le mercredi 28 septembre, une armée tchèque d'1 million d'hommes est mobilisée derrière ces lignes fortifiées. Les autorités ordonnent la confiscation des postes de radio dans les Sudètes pour empêcher les Allemands d'entendre les mots d'ordre diffusés par Goebbels. L'armée française est partiellement mobilisée. De nombreux Parisiens quittent la capitale de peur de bombardement. Les Russes, les Italiens mobilisent également. En Grande-Bretagne, on creuse des tranchées dans Hyde Park. La flotte est mise en alerte. Partout, la défense passive s'active. On procède aux exercices de défense passive tout en dansant avec grâce et gaieté. Afin de s'habituer au port du masque dans toutes les circonstances, ces jeunes filles revêtent pendant leur cours de danse ces engins aussi disgracieux qu'encombrants, mais qui ne semblent pas pourtant les empêcher d'exécuter leurs exercices chorégraphiques avec entrain et légèreté. La guerre semble imminente. Mais Hitler la veut-il réellement? Devant la réaction des démocraties, il opère un tournant. 1 heure avant que n'expire l'ultimatum, une nouvelle tombe dans les rédactions. Sous l'influence de Mussolini, Hitler annonce qu'il repousse de 24 heures son ultimatum. Il invite Chamberlain et Daladier à une entrevue à Munich. Le Duce sera présent. Les Tchèques ne sont pas conviés. La nouvelle de la rencontre de Munich provoque dans toute l'Europe un immense soulagement. La Grande-Bretagne est transportée de joie. Dans les rues, on crie « Dieu bénisse le Premier ministre ». Pour la 3e fois, Chamberlain s'apprête à partir pour l'Allemagne. I was a little boy. I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again. That's what I'm doing. Mussolini, quant à lui, s'autocongratule et se flatte déjà d'avoir sauvé la paix.